Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous n'avez pas été trop indisposé par l'odeur du macronisme pourrissant. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. En tout cas, nous on est reparti pour une nouvelle saison du Courrier diplomatique du Dessous des mondes, l'émission dans laquelle je vous propose une revue de presse sur l'actualité de pays méconnus. Si vous voulez aller plus loin que la vidéo, on vous a mis tout un tas d'articles et de vidéos dans la description. Aujourd'hui, je vous propose de prolonger un peu vos vacances en vous emmenant sur les plages paradisiaques d'un archipel océanien. Alors, quel est cet archipel ? Qu'est-ce qui s'y passe et est-ce que ça serait pas encore une énième actualité déprimante qui vous est proposée par cette émission ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est maintenant dans le premier épisode de cette deuxième saison de CDDM. Du 26 au 30 août dernier se tenait au Tonga la 53e édition du Forum des îles du Pacifique, un forum qui regroupe 18 pays et territoires de la région. Si vous voulez voir la liste des participants, vous pouvez mettre la vidéo en pause, ici. Alors pendant ce forum, les participants ont évoqué la crise en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ou encore leurs relations avec la Chine et Taïwan. Il a été question de pêche, de communication, de résilience ou encore de lutte contre les maladies non transmissibles parmi bien d'autres sujets. Mais surtout pendant ce forum, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel. Rising seas are a crisis entirely of humanity's making. A crisis that will soon swell to an almost unimaginable scale with no lifeboat to take us back to safety. But if we save the Pacific, we also save ourselves. C'était logique de lancer cet appel depuis ce sommet, puisque les territoires les plus exposés à la montée des eaux sont justement dans le Pacifique. Sur ce visuel de l'AFP, on voit que certaines îles pourraient devenir inhabitables à la fin du siècle à cause de ce phénomène. Et c'est bien sûr le cas du pays dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ce pays c'est un des plus petits États au monde, les Tuvalu. Alors les Tuvalu, c'est un archipel composé de 9 îles situées dans l'océan Pacifique, au nord des îles Fidji et du territoire français de Wallis et Futuna. Il est peuplé d'un peu plus de 11 000 habitants. Bon, c'est à peu près la population de la ville de Tournon-sur-Rhône dans l'Ardèche. D'ailleurs, il n'y a pas de train non plus au Tuvalu. L'atoll de Funafuti, qui concentre près de la moitié de la population du pays, en est la capitale. À cause de leurs ressources très limitées, les Tuvalu dépendent principalement de l'aide étrangère. En même temps, je vois mal comment ils pourraient avoir plein de ressources. Le total de la superficie des Tuvalu, c'est 26 km². Ça fait environ 1/5 de la taille de Lego d'Emmanuel Macron. Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu. Ils ont quand même un peu de ressources numériques, notamment grâce à leur domaine de premier niveau. En fait, un domaine de premier niveau, c'est genre le .fr à la fin de l'adresse d'un site, comme blast-info.fr par exemple. Et le domaine de premier niveau des Tuvalu, c'est .tv, qui est utilisé par beaucoup de sites comme Twitch, parce que ça fait penser à télévision. Et ça leur rapporte quand même 5 millions de dollars par an. Est-ce que ça a un rapport avec le sujet ? Pas vraiment, je trouvais juste ça intéressant. Mais revenons à nos moutons, la montée des eaux qui est la principale menace existentielle de ce pays aujourd'hui. En effet, l'île la plus peuplée de l'archipel est un atoll très étroit. This country is so thin, you can literally see both sides of the water pretty much at any point. Et le point culminant du pays est à seulement 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comme expliqué dans un article de France 24, au Tuvalu, les terres émergées sont déjà si réduites que les enfants investissent le tarmac de l'aéroport international comme terrain de jeu. Selon les experts, même en cas de hausse contenue du niveau de la mer à l'avenir, les Tuvalu pourraient être entièrement submergés d'ici 30 ans. It is sunset time, which means the locals have taken over the airstrip and turned it into their soccer field, their volleyball field, and all sorts of different activities going on right now. Difficile pourtant d'attirer l'attention sur un pays aussi petit et aussi peu peuplé et aussi peu visité. Les Tuvalu n'accueillent que 1500 touristes par an. D'autant plus qu'on parle d'une région du monde qu'on connaît finalement assez peu. Bon, de là à dire qu'on s'en fout parce que c'est pas des Occidentaux, il n'y a qu'un pas que je me permets de franchir allègrement. En fait, si les Tuvalu sont un peu médiatisés, c'est beaucoup grâce à cet homme. Simon Kofi était jusqu'en 2023 ministre des Affaires étrangères du pays. Et les images que vous venez de voir, c'est un discours qu'il a fait à l'occasion de la COP26, qui, comme son nom ne l'indique pas, a eu lieu en 2021. Ces images d'un ministre qui fait un discours les pieds dans l'eau pour alerter sur la montée du niveau de la mer ont fait le tour du monde. Bon, c'est médiatisé, d'accord. Guterres a lancé un SOS, d'accord. Mais qu'est-ce qui a été fait pour lutter contre ce phénomène ?
Parce que ça fait quand même quelques années qu'on est au courant de la montée des eaux. Un atoll polynésien risque de se retrouver submergé par les eaux à cause de marées exceptionnelles qui s'expliquent selon certains par un dérèglement climatique. Donc depuis 2004, il n'y a pas une solution intéressante qui a été proposée. Personne. Face à l'inaction des États et alors que la COP27 bat son plein, le pays a décidé de se télécharger dans le métaverse pour ne pas disparaître. Une première pour le monde digital. Ouais. Ils ont créé une des îles du pays virtuellement pour la préserver de la montée des eaux. Cet îlot s'appelle Te Afualiku. C'est un îlot que les habitants des Tuvalu adorent. Personne n'y habite, mais c'est leur lieu de pique-nique préféré. Nous l'avons choisi parce que c'est la première île qui sera submergée. Il y a un site qui s'appelle tuvalu.tv et le but c'est de créer un pays virtuel au cas où le territoire serait englouti. Bon, évidemment, on est plutôt sur de la conservation de patrimoine que sur une véritable solution pour les 11 000 Tuvaluans. À ce stade, je crois que c'est juste de l'aumône, c'est même un pansement sur une jambe de bois. La réalité, c'est que malheureusement, le pays semble s'être déjà fait à l'idée qu'il allait disparaître. Le 10 novembre dernier, les Tuvalu ont signé avec l'Australie un traité créant l'union de Falepili entre les deux États. Il s'agit en fait d'un accord pour accueillir la population tuvaluane sur le territoire australien, comme l'explique Isabelle Delerba dans Le Monde. L'accord prévoit que, chaque année, 280 citoyens tuvaluans se verront offrir un visa spécial qui leur permettra de vivre, étudier et travailler en Australie, mais aussi d'accéder au système éducatif, de santé et aux principaux dispositifs de soutien aux revenus et à la famille dès leur arrivée. Prime Minister Anthony Albanese and Tuvalu Prime Minister Kosia Ngatano sign a historic treaty. The most significant agreement between Australia and a Pacific Island nation ever. Bon, c'est une solution pour les gens, mais c'est quand même terrible, puisque c'est tout un peuple qui se retrouverait sans pays, sans territoire. La perte de leur territoire a aussi des implications culturelles et identitaires pour ces nations. Une langue existe parce qu'elle est parlée par une communauté. Si demain la population des Tuvalu est disséminée en Australie, les langues des Tuvalu risquent de s'éteindre. Les Tuvalu ont modifié leur constitution en 2023 pour affirmer que la souveraineté tuvaluane se maintiendrait à perpétuité, même si le pays devenait inhabitable. Mais est-ce que c'est possible en réalité ? Est-ce que ces eaux ne deviendraient pas la cible de pays plus puissants qui auraient les moyens d'aménager les îles devenues inhabitables et qui auraient intérêt à asseoir leur domination dans le Pacifique ? Des pays comme, je sais pas, les États-Unis ou la Chine. Vraiment au hasard, À qui profite le crime ? Et puis l'Australie, là, avec son accord sympa, est-ce qu'elle aurait pas au final une idée derrière la tête ? Je suis le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. Et vous avez un moment ? C'est en tout cas ce qu'écrit la professeure de droit international Géraldine Giraudot dans un article publié dans Le Monde en novembre dernier. L'Australie, soudainement érigée en voisine bienveillante, n'offre rien. Elle consent à la délivrance de titres de séjour au compte-gouttes et qui ne constituent pas un asile climatique, en échange d'un écrasant avantage stratégique en matière de sécurité, notamment pour garder Pékin hors de champ et sans engagement quant à sa propre contribution notoire au changement climatique. Parce que oui, ce que je vous ai volontairement pas dit, c'est que l'Australie, dans ce traité, elle a totalement pris la main sur la politique extérieure des Tuvalu, en pouvant mettre un droit de veto sur tout accord de sécurité et de défense avec un autre État ou toute autre entité, comme l'écrit Géraldine Giraudot. Surprise, motherfucker! On comprend que c'est la Chine qui est visée, et sans faire l'apologie du régime chinois, est-ce qu'on peut au moins se dire que c'est anormal qu'un pays avec un gouvernement démocratiquement élu ne puisse pas décider par lui-même de sa politique extérieure, simplement parce qu'il est en situation de faiblesse ? Est-ce qu'on pourrait pas au moins dire ça ? Conclusion, on peut plus rien dire. Pendant le Forum des îles du Pacifique, le ministre du Climat des Tuvalu a soulevé un autre point que j'ai pas non plus abordé. Le ministre du Climat tuvaluan, Maina Talia, a exhorté les pays les plus pollueurs à assumer financièrement les coûts croissants liés au changement climatique, selon le principe du pollueur-payeur. Oui, parce que le dérèglement climatique est lié à l'activité humaine, d'accord. Mais tous les États ne sont pas égaux quant à leur responsabilité dans cette catastrophe. Des pays comme les États-Unis ou la Chine sont infiniment plus responsables de la montée des eaux qu'un archipel de 11 000 habitants avec le PIB le plus faible au monde. L'Australie, qui est le 3e plus gros émetteur de CO2 au monde par rapport à sa population, est infiniment plus responsable. L'Australie, c'est d'ailleurs le 2e exportateur de charbon au monde. En même temps, c'est une source d'énergie qui est extrêmement polluante. La plus sale qui existe même, selon des scientifiques. Pourtant, ce sont les Tuvalu qui doivent sacrifier leur avenir et leur souveraineté, sans même que leurs puissants voisins ne leur accordent un bout de territoire ou un peu d'argent en signe de réparation. Peut-être que si les pays les plus puissants y mettaient les moyens, ils pourraient même protéger les Tuvalu contre la montée des eaux plus efficacement. Waterproof tape. Pourtant, en Océanie, les Tuvalu et d'autres territoires qui pourraient subir le même sort, comme les Kiribati ou Nauru par exemple, en sont réduits à n'être que des pions dans le jeu géopolitique des grandes puissances. Un pion ?
Juste un petit pion, 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 pion. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de cette nouvelle saison de CDDM. Je vous le rappelle, tous les liens utiles sont dans la description. Et en attendant, n'oubliez pas que si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain.